C'est un plaisir pour moi que de présenter Joshua Landy et Maya Laveau. D'abord, Joshua Landy, puisque vous avez sa petite biographie dans le programme, je ne vais pas le présenter trop longtemps, mais trop longuement. Mais Joshua Landy est donc professeur de littérature française et comparé à Stanford University en Californie, où il est co-responsable d'une initiative interdisciplinaire réunissant la littérature et la philosophie. Il est l'auteur de Philosophy as Fiction, How to Do Things with Fictions, et rédacteur avec Michael Saller du Re-Enchantment of the World, Secular Magic in a Rational Age. Et son titre aujourd'hui est volontairement provocateur, je crois, étant donné notre sujet de la journée. Donc son titre aujourd'hui, Ni montagne ni Musil, Proust non essayiste. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci à Antoine, à Émilie, à Elisabeth et à Mathieu de m'avoir invité. C'est un grand honneur pour moi de me retrouver parmi vous tous et je présente mes excuses profondes d'être arrivé au milieu de cette belle journée de conférence. J'ai dû prendre le vol de nuit de Chicago, donc je ferai de mon mieux de me tenir debout. Qu'est-ce que l'essayisme au sens technique? Permettez-moi de proposer une définition. L'essayisme est une forme de discours dans lequel nous exprimons à notre propre compte des croyances auxquelles nous tenons à la fois sincèrement, mais de façon provisoire. Cette définition doit ses origines, bien entendu, aux écrits de Montaigne, qui nous dit, dans une phrase très connue, « qui ne peint pas l'être, mais le passage ». Étant donné que nos opinions évoluent au cours de notre vie, la seule manière d'esquisser un autoportrait intellectuel honnête, notre autoportrait intellectuel tant soit peu ressemblant, c'est de peindre le passage des idées et non leur être. Ce portrait honnête permettrait aux portraitistes de voir et permettrait également à ses lecteurs de voir à la fois ses jugements au pluriel et son jugement au singulier, mon jugement duquel se sont ici les essais. Et il lui permettrait aussi, quel que soit le mécanisme, de donner une forme à son existence. Je n'ai pas plus fait mon livre que mon livre m'a fait. 350 ans plus tard, cette acceptation du mot essayisme va être reprise par Robert Musil dans son roman « L'homme sans qualité ». L'innovation ici, c'est le transfert de l'essayisme du domaine des lettres dans celui de la vie. Nous pouvons, et selon le protagoniste, nous devrions vivre comme un essai, c'est-à-dire vivre à partir de nos attitudes et valeurs actuelles, toujours conscients que celles-ci risquent de changer d'un moment à un autre. Il s'agit ici non d'écriture, mais de comportement. Comme dans une suite d'essais, ce qui veut dire une suite de tentatives, nous adoptons un ensemble de valeurs aujourd'hui, un autre demain, le lendemain, un troisième. Nous n'accordons qu'un consentement provisoire à nos propres croyances et valeurs, déployant une sorte de sérieux perforé, selon l'expression d'Ulrich, c'est le protagoniste de Musil. Ici, à la différence de Montaigne, le but n'est pas tant la connaissance de soi-même que la libération de soi-même. C'est d'atteindre à une liberté radicale, liberté même par rapport à nos propres croyances, à nos propres valeurs et à nos propres engagements antérieurs. Il n'est pas difficile de voir le côté séduisant de cet essayisme de la vie. Entre autres choses, il évite la monotonie terne d'une seule trajectoire. Un caractère, une profession, un mode de vie défini, dit Ulrich, ce sont là des représentations où perce déjà le squelette. En même temps, il rend possible une certaine espèce d'authenticité, celle que peut avoir celui qui envisage un changement radical de valeur au cours de sa vie. L'on peut être fidèle à toutes ces valeurs du moment, tout en les considérant comme entièrement provisoires. C'est honnête, c'est libérateur, et cela réduit la probabilité du regret. C'est, si vous voulez, une monogamie en série avec soi-même. Ce que je viens de discuter, c'est l'aspect diachronique de l'essayisme à la Musil. Mais il existe aussi un aspect synchronique. De même que Montaigne se contredit parfois au cours d'un seul et même essai,
De même, Ulrich se laisse souvent influencer par deux attitudes antithétiques. De manière surprenante, ceci aussi s'avère avoir des avantages, car l'ambivalence nous empêche de faire du mal. Chaque fois que nous éprouvons la tentation de faire quelque chose, une voix s'élève en notre fort intérieur pour nous dire que nous avons peut-être tort. Ulrich appelle cette ambivalence protectrice une paix armée dans le cerveau. Voilà donc les avantages de l'essayisme. Le problème, bien évidemment, c'est qu'un individu qui ne peut faire aucun mal est aussi un individu qui ne peut faire aucun bien. Il est vrai qu'une personne ambivalente n'est pas susceptible de déclencher une guerre, mais il est également peu probable qu'elle arrête une guerre. Ulrich n'a aucune raison de dire que la guerre est quelque chose de fâcheux. Selon sa théorie officielle, elle n'est ni meilleure ni pire que la paix. Et la Première Guerre mondiale, comme l'on sait, se cache derrière chaque page de ce roman. Son amie Clarisse a raison de dire que la passivité d'Ulrich risque de devenir carrément dangereux. Je cite, « Les plus grandes vilainies d'aujourd'hui ne proviennent pas de ce qu'on les fait, mais de ce qu'on les laisse faire. » L'essayisme comme mode de vie mène vite à l'inertie. Même si nous laissions de côté les problèmes moraux que pose un tel mode de vie, il resterait le fait strictement eudémoniste que ce mode de vie n'apporte pas bonheur. Ulrich s'ennuie, manque de but, se sent trop solitaire, regrette sa mode de vie. Ce n'est pas par hasard qu'il choisit, à la fin du 2e volume, d'abandonner l'essayisme. Il abjure un certain nombre de décrets qu'il a prononcés, il change d'avis, il se résout à vivre différemment, il décide de prendre une décision. En fin de compte, donc, Musil n'approuve pas cet essayisme de son protagoniste, malgré toute l'intelligence et tout le charme de ce dernier. Musil laisse même deviner que cet aspect de sa personnalité est moins un indice de sa brillance excentrique que le symptôme d'un mal du siècle. Plutôt que de préconiser l'essayisme, alors, l'homme sans qualité ne fait que le décrire. Même le narrateur ne l'approuve que pendant une période assez circonscrite, et quant à l'auteur, celui-ci ne l'approuve pas du tout. Cet auteur qui prend visiblement ses distances vis-à-vis de son personnage, comme s'il tenait à nous avertir de ne pas prendre les déclarations de ce dernier trop au sérieux. Nous allons voir exactement la même bifurcation chez Proust. Proust est-il essayiste au sens de Musil ? De nombreux critiques ont dit que oui. Gilles Deleuze, par exemple, nous raconte que Proust n'a pas eu le moindre projet d'ensemble en commençant d'écrire son roman, ni même en le terminant. Je cite, « Prétendre que Proust avait l'idée même confuse de l'unité préalable de la recherche, ou bien qu'il l'a trouvée par après, c'est lire d'un mauvais œil. » Malcolm Bowie, qui se montre par ailleurs un lecteur de Proust brillant et subtil, a proposé que la recherche ne contient pas un seul énoncé que Proust aurait pris pour une vérité, mais seulement une suite d'hypothèses. Je traduis et je cite, « Chaque résultat intellectuel heureux envisagé dans le texte est une hypothèse transitoire, plutôt qu'une consommation de la volonté de savoir. » Le narrateur, ajoute Bowie, je cite, « se réjouit de l'impermanence des constructions de l'esprit. » Et le roman en entier reste, je cite, « ouvert à sa propre extinction. » Quant à Paul de Man, je ne peux pas prétendre le suivre parfaitement lorsqu'il dit, et je cite, « Proust est celui qui sait que l'heure de la vérité n'arrive jamais à l'heure, car ce que nous appelons le temps, c'est précisément l'incapacité qu'a la vérité de se coïncider à elle-même. » Ou que le sens de la recherche est, je cite, sans cesse en fuite, mais je présume que son attitude le met plus ou moins dans le voisinage de Bowie. Plus récemment, Le Monde a vu la parution d'un livre de Christopher Prendergast intitulé « Mirage et croyances folles, Proust sceptique », où Prendergast affirme avoir découvert, je cite, « un Proust qui n'a aucune croyance fixe, y compris la croyance proclamée en l'art. » En anglais, « Proust has made up his mind about nothing, including the proclaimed belief in art. » Notons bien le mot « aucune ». L'idée de Prendergast n'est pas que Proust se trouve parfois dans des zones d'incertitude locale, doute de telle ou telle croyance, ou ne peut pas se résoudre sur une question ou une autre. Non, Proust ne sait ce qu'il pense à propos de rien. Nous retrouvons le même mouvement universalisant plus loin lorsque Prendergast
parle, et je cite, du texte proustien agité, texte qui se refuse à se fixer sur aucune position stable. Tout ce qui nous reste apparemment, c'est un ensemble d'hypothèses, chacune rejetée en faveur d'une autre, da capo ad infinitum. Proust serait donc essayiste. Prendergast a une deuxième manière de discuter l'attitude de Proust envers les déclarations que l'on trouve dans la recherche. Selon cette deuxième théorie, il y a des choses auxquelles Proust fait confiance, en quelque sorte, mais en même temps, Proust considère que ces choses-là sont carrément folles. Selon Prendergast, par exemple, il est insensé, et Proust sait qu'il est insensé, d'imaginer, et je cite, qu'il existe un monde, une réalité en dehors de notre monde de tous les jours, que ce monde se trouve au plus profond de nous et se manifeste sous la forme de certains genres d'impressions, de sensations, de souvenirs, et que l'œuvre littéraire a pour tâche de l'exprimer ou de traduire. Passant à un autre énoncé célèbre, Prendergast parle, je cite, du refus lucide de Proust d'admettre sa propre croyance folle en la capacité de l'art de ressusciter, de transfigurer et de racheter. Selon Prendergast, il se peut, et je cite encore, que Proust se répète ce genre de choses-là, parce qu'il essaie non seulement de convaincre son lecteur, mais de se convaincre lui-même. La machine discursive du temps trouvé, dit Prendergast, travaille comme un forcené afin de soutenir une croyance qui choque la raison, une croyance folle, essentielle pour maintenir la vie peut-être, mais soutenant cette croyance en tant que pure fiction, un peu dans le genre de fiction qui, selon Nietzsche, protège la vie. Mais ces croyances que cite Prendergast, nous n'avons vraiment aucune raison d'imaginer qu'elles sont folles. Et nous n'avons encore moins raison d'imaginer que Proust, lui, les a considérées comme telles. Il est vrai que si nous tenions toutes les métaphores qu'utilise Proust au pied de la lettre, on pourrait s'inquiéter pour sa santé mentale. Il n'y a pas littéralement de planète dans mon cerveau, par exemple. Il n'y a pas de place, étant donné toutes mes angoisses et ma dépendance sur les réseaux sociaux. Et l'art ne maintient pas littéralement les créateurs en vie après leur mort. L'essai de Proust à propos de Moreau précise que ce qui survit n'est pas l'âme de l'artiste proprement dite, mais à travers ses œuvres, sa vision du monde. Mais si l'on entend les déclarations dans le sens de leur intention évidente, il est difficile de voir en quoi au juste elles seraient folles. Après tout, l'idée que tout individu a une façon particulière de voir le monde a une filiation assez distinguée. Elle remonte pour le moins à Leibniz, et Nietzsche l'a articulée de manière vigoureuse. Et si le monde prend en effet un aspect différent pour chacun de nous, il est tout à fait naturel, loin d'être fou, de penser que cet aspect infléchirait le réseau de sensations que nous recevons du monde. Il n'est pas absurde non plus d'imaginer que nous pourrions nous efforcer de traduire cette perspective individuelle en production esthétique, à travers la peinture, la poésie par exemple. Là-dessus, Simone de Beauvoir partageait l'opinion de Proust. Et c'est ça le miracle de la littérature, et qui la distingue de l'information, c'est qu'une vérité autre devient mienne. Si j'osais réécrire une réplique célèbre de Monty Python, je dirais, si vous traitez Simone de Beauvoir de folle, je vais devoir vous demander de vous mettre en garde. Blague. Quant à l'idée que les œuvres d'art incarnent et véhiculent une voix, une vision, notamment grâce à leur style, cette idée-là est devenue extrêmement courante. L'un de ses défenseurs les plus en vue a été Arthur Danto, pour qui le style est une expression de la façon dont un artiste voit le monde, et cette perspective, selon Danto, constitue l'artiste dans le sens le plus profond. Ce qu'une artiste est, dit Danto, c'est essentiellement sa vision. Et Danto d'ajouter que le style révèle ce noyau de personnalité et le révèle non seulement au monde, mais également à l'artiste elle-même. Et l'importance de ces efforts, Prendergast peut bien la considérer minime et même dédaigner ceux qui pensent autrement, mais Proust était loin d'être le seul à voir dans l'art une contribution indispensable à l'épanouissement humain. Il suffit de penser à Flaubert, à Mallarmé, à Nietzsche, à Wallace Stevens, même à Adorno. Et Proust, lui, a des arguments précis à avancer pour nous convaincre de la nécessité de la production et de la consommation
esthétique. En transmettant le monde intérieur d'autres êtres humains, dit-il, l'art multiplie le monde que nous avons devant les yeux, le transformant en autant de mondes qu'il y a d'artistes. Cela est vraiment une transfiguration de l'expérience. C'est, si vous voulez, le réenchantement d'un monde désenchanté. Même la notion de rédemption n'est pas forcément aussi absurde qu'elle puisse paraître. Prenons le cas de la vie de Proust lui-même, existence notoirement inintéressante, maladive et solitaire, aboutissant pourtant à l'un des plus grands romans de tout temps. Est-il vraiment entièrement déraisonnable de soutenir que ce roman a racheté ces années de souffrance en leur accordant une forme de nécessité rétrospective? La production esthétique de Proust n'a-t-elle pas véritablement racheté sa vie? Que nous croyions ou non, nous, à de telles choses, il semble assez clair que Proust, lui, ait eu confiance en elle. La preuve est simple, il suffit de regarder ces morceaux de prose extra-artistiques. Ici, bien entendu, nous considérons un Proust essayiste dans un sens plus quotidien et plus large. Prenons par exemple l'essai sur le style de Flaubert, l'article sur Moreau, la préface au tendre stock de Paul Morand ou le soi-disant interview entre Proust et Élie-Joseph Bois de 1913. Voici Proust lors de cette interview, je cite, « Le style n'est nullement un enjolivement, comme croient certaines personnes. Ce n'est même pas une question technique, c'est, comme la couleur chez les peintres, une qualité de la vision, la révélation de l'univers particulier que chacun de nous voit et que ne voient pas les autres. Le plaisir que nous donne un artiste, c'est de nous faire connaître un univers de plus. » Le voici, encore une fois, dans l'article sur Moreau. Un tableau est une sorte d'apparition d'un coin d'un monde mystérieux. Le pays dont les œuvres d'art sont ainsi des apparitions fragmentaires est l'âme du poète, son âme véritable, celle de toutes ces âmes qui est le plus au fond sa patrie véritable. Et lorsqu'il discute le recueil de Morand, Proust reprend presque mot à mot un passage du côté de Guermantes. Le monde, dit-il dans les deux cas, n'a pas été créé une fois, mais l'est aussi souvent que survient un nouvel artiste. Nulle part, paraît-il y avoir la moindre trace du doute que Prendergast attribue à Proust, le moindre indice qu'il traite parfois ses propres idées d'aberrantes. Il est vrai, bien entendu, que nous nous trompons parfois au sujet de nos croyances. C'est pourquoi il est judicieux d'appliquer un critère externe, un critère d'action, pour déterminer si une opinion quelconque a vraiment le statut de conviction ou si, au contraire, elle est quelque chose que nous pensons penser, sans vraiment y tenir. Ce qui est fascinant dans ce contexte, c'est que Proust a démontré une cohérence sans pareille entre ses convictions et sa conduite. Vers la fin de sa vie, comme l'on sait, il a placé l'écriture au centre de son existence, consacrant à sa vocation non seulement ses heures disponibles, mais aussi ses énergies défaillantes. À cette œuvre, écrit-il à Jean de Pierrefeu en 1920, « Je fais les sacrifices de mes plaisirs, de ma santé, de ma vie. » Il exagère peut-être un peu, mais pas trop. Au moins un critique récent partage cette manière d'envisager les choses. Ce qui est franchement bizarre, c'est que Prendergast sait tout cela, mais il continue à enfoncer tout droit. Oui, avoue Prendergast, Proust semble manifester de la confiance quant à la valeur de l'art, mais, et je cite, « tout en y croyant, au point d'y sacrifier la totalité d'une vie créatrice, Proust lui-même est conscient de la fragilité de cette croyance, conscience accompagnée d'une compréhension comique et joyeuse qu'elle est à certains égards complètement folle. » C'est vraiment un point où l'on voudrait se demander à qui, au juste, la croyance folle. Est-il possible que Proust ait entretenu des doutes de temps en temps concernant la valeur de l'art? Oui, bien sûr. Que la foi tente à être accompagnée de doutes, on le sait bien. Mais il ne s'ensuit pas que le pape n'a aucune croyance fixe quant à l'existence de Dieu, ou, pour emprunter une autre expression chère à Prendergast, que le pape est un sceptique, ni, à plus forte raison, que le pape considère délirante la croyance en Dieu. Proust a très bien pu reconnaître que ses idées étaient incertaines, non prouvées, même indémontrables. Mais être incertain à propos de quelque chose et considérer cette chose comme insensée sont deux attitudes entièrement différentes. Et être incertain à propos de quelque chose n'équivaut pas non plus à l'autre conjecture de Prendergast, celle d'un Proust
qui ne peut jamais se décider à propos de n'importe quoi et qui ne fait que vaciller sans repos entre deux hypothèses. Moi, je sais que la gravité n'est, techniquement parlant, qu'une théorie, et je peux même en douter si je fais un peu d'effort. Mais je vais toutefois y tenir jusqu'au nouvel ordre. Je ne vais pas la considérer comme folle, et je ne vais pas sauter du toit pour montrer l'agilité et le scepticisme de mon esprit impressionnant. Bref, Proust semble vraiment avoir eu des croyances assez solides à propos de l'individualité, du style et de l'art. Ces croyances-là ont influencé la façon dont il a vécu sa vie. Et ils se manifestent dans son roman, où ils sont, pour ainsi dire, le dernier mot. Tout ceci étant le cas, nous n'avons aucune raison, me semble-t-il, de prendre trop au sérieux ce que disent à ce propos Bowie, Demant et Prendergast. Ni, à plus forte raison, devrait-on prendre trop au sérieux l'idée de Deleuze, selon laquelle Proust volait sans instrument, inventant le roman au fur et à mesure. C'est un fait bien établi que Proust a commencé par écrire non seulement un début, mais aussi une fin dont une grande partie est conservée telle qu'elle dans le temps trouvé. Que Proust s'est tenu au plan d'ensemble dans ses grandes lignes, on peut le déduire non seulement des passages pertinents du temps trouvé, mais aussi des lettres qu'il a écrites à diverses personnes, leur signalant des éléments de son projet global. En 1909, par exemple, il dit à son ami Georges Loris que, quoique les premières pages du roman aient pu suggérer, il n'apprécie pas trop Georges Sand. Le reste du roman, dit-il, corrigera. En 1914, il dit à Jacques Rivière que les sentiments exprimés à la fin du premier volume sont tout à fait opposés à ses propres opinions qui, promet-il, seront révélées au dénouement du roman. Ce n'est qu'à la fin du livre, écrit-il, que ma pensée se dévoilera, celle que j'exprime à la fin du premier volume, dans cette parenthèse, le bois de Boulogne, est le contraire de ma conclusion. Et en 1920, dans l'article sur Flaubert, il se plaint du fait que beaucoup de gens mal interprétaient le premier volume, ne voyant pas la composition rigoureuse dans son œuvre, composition qui est, comme il l'a dit, à large ouverture de compas. Mais en fait, nous n'avons pas besoin de ces lettres ni de ces essais pour savoir que Proust pensait souvent et de manière continue à une structure à grande échelle. Il suffit de regarder le roman lui-même, il suffit de prendre en considération toutes les déclarations proleptiques, tel le narrateur nous disant dans le premier volume que le souvenir de Montjouvin devait jouer un rôle important dans ma vie, ou tel le narrateur nous disant dans le deuxième volume qu'un jour va venir où il s'attachera à ces impressions significatives, trop tard, mais pour toujours, ou nous disons dans le troisième volume que ce récit est l'histoire d'une vocation. Ajoutons aussi les effets à longue portée, telle la signature de Gilberte, Jeune fille en fleurs, qui va expliquer, quelques 2000 pages plus loin, une péripétie extraordinaire racontée dans Albertine disparue. Deleuze, on s'en souvient, trouve absurde de prétendre que, je cite, Proust avait l'idée même confuse de l'unité préalable de la recherche. Mais étant donné ce que je viens de décrire, ne devrait-on pas dire que Proust en avait bien une idée confuse, et même peut-être une idée assez claire? Il est vrai, bien entendu, que le roman a évolué au cours des années. La guerre est intervenue, et le roman a pris de l'ampleur, grossissant depuis le milieu. Et oui, Proust a bien pu changer d'avis à propos d'une ou deux choses. Mais ce n'est pas ça ce que dit Deleuze. D'ailleurs, changer d'avis ne veut pas dire avoir l'intention de se fier à l'inspiration du moment en gardant l'esprit irrévocablement ouvert. Rester prêt à se plier aux changements de circonstances et aux connaissances nouvelles n'équivaut pas du tout à un essayisme systématique. Changer d'avis à propos de quelque chose ne fait pas de vous un essayiste, et Proust n'en était pas un. Pourquoi, malgré tout cela, certaines personnes ont-elles pris Proust pour un essayiste? Si je devais avancer une hypothèse, ce serait que le narrateur en est un, du moins en ce qui concerne certains sujets. Comme nous l'avons vu il y a un instant, ce personnage désavoue, vers la conclusion du roman, une opinion qu'il exprime à la fin du premier volume, à savoir ce scepticisme désenchanté que Proust lui-même a pris pour faux. De même, ce personnage donne à penser, tout au début, qu'il se souscrit à la croyance celtique selon laquelle les objets contiennent des âmes qui nous interpellent, quitte à nous dire, dans le dernier volume, qu'il n'y a pas de vie après la mort, car la durée éternelle n'est pas plus promise aux œuvres qu'aux hommes. Donc, pas aux hommes.
Lorsque le narrateur aborde l'homosexualité masculine, son désarroi cognitif devient hyperbolique. Il se trouve absolument incapable de trancher, traitant l'homosexualité tantôt de vice, tantôt de crime, tantôt de maladie, tantôt de goût, quelque chose de neutre sur le plan moral, tantôt de générateur merveilleux d'aventures romanesques, tantôt d'exemple de beauté esthétique, et tantôt même aubaine à la fois pour l'individu et pour la société. Dans certains cas, une hypothèse est à peine avancée avant de se trouver qualifiée ou annulée. La meilleure part de notre mémoire est hors de nous, nous dit le narrateur, pour prendre un exemple assez connu. Mais dans la phrase suivante, il revient déjà sur ses pas. Hors de nous, en nous, pour mieux dire. Il en est de même pour la Madeleine, à propos de laquelle le narrateur dit qu'elle a rempli d'une essence précieuse, ou plutôt, cette essence n'était pas en moi, elle était moi. Même si l'on ne peut pas dire de Proust qu'il soit essayiste, alors on pourrait peut-être le dire du narrateur. Peut-être celui-ci essaie-t-il différentes hypothèses, exprimant de ses opinions du moment, sans trop s'inquiéter de la possibilité qu'il puisse changer par la suite. Mais quoi que puisse avérer Prendergast et d'autres, le narrateur n'est pas Proust. Alors que le narrateur entretient des doutes quant à l'importance de la littérature, ces doutes ne sont que temporaires et ces doutes n'appartiennent qu'à lui. Quels sont les enjeux de cette question? Pourquoi tout cela est-il important? Eh bien, il me semble que l'effet global d'un texte dépend de la manière dont nous l'abordons. Nos rapports avec une œuvre littéraire sont aspectuels. Nous le considérons comme poème, comme roman, comme histoire, comme tragédie, et ainsi de suite. Et l'aspect sous lequel nous le considérons, la catégorie dans laquelle nous la situons, influe sur nos démarches par rapport à elle et, par conséquent, sur les effets qu'elle peut avoir sur nous, les bienfaits qu'elle peut nous conférer. Les essais de Montaigne, par exemple, font ce qu'ils font, à la fois pour lui et pour nous, du fait qu'ils sont des essais, c'est-à-dire du fait qu'ils expriment des croyances auxquelles Montaigne tient à la fois sincèrement et de façon provisoire. Pour lui, ils fournissent un moyen de mettre son jugement à l'épreuve et, par conséquent, une étape vers la construction d'un moi. Pour nous, ils servent de modèle formel. Si nous imitons Montaigne, ce ne sera pas en empruntant un contenu quelconque. Par exemple, ce qu'il peut bien avoir à nous dire à propos des pouces, mais plutôt en empruntant sa technique, son processus, sa stratégie. Et le but de cet emprunt sera d'amorcer une trajectoire de connaissance de soi et de perfectionnement de soi, grâce à une vision plus nette de notre propre jugement. Échelon important, menant à la création d'un moi plus ou moins cohérent, les essais nous incitent à écrire comme Montaigne a écrit, ou du moins à penser comme il a pensé. Il n'en est pas tout à fait de même pour le roman de Proust. Certes, ce roman sert en partie de modèle formel, et le but, ici comme là, c'est la production d'un moi, mais précisément parce que ce texte témoigne à chaque page d'une grande organisation, d'une surabondance de soins, il représente un modèle formel d'un autre type, modèle non pas de processus, mais de produit. Plutôt que de baser nos efforts sur la stratégie et la manière de l'écrivain, ici, nous sommes invités à modéliser notre sens de soi sur la forme du livre. Notre tâche, pour ainsi dire, c'est de créer un moi qui ressemble à la recherche. En d'autres termes, tandis que Montaigne nous invite à imiter son activité, Proust nous invite à imiter son œuvre. En outre, le roman de Proust sert de terrain d'entraînement pour certaines habitudes mentales. Entre autres choses, il cultive une prudence lucide vis-à-vis de ce que nous croyons savoir. Certaines évaluations confiantes s'avérant être erronées, certains incidents apparemment triviaux s'avérant être décisifs, et certaines théories s'avérant ne pas correspondre à la réalité, nous acquérons, à la longue, l'habitude d'enregistrer chaque nouvel élément narratif ou conceptuel sous le signe du doute. Nous devenons plus agiles, plus prêts à réviser nos hypothèses, non seulement pendant la lecture, mais aussi dans la vie, ce qui, pour le dire encore une fois, ne revient pas à endosser un scepticisme global. Certains critiques semblent partir d'une approche tout ou rien. Soit l'on fait confiance à chaque mot que dit le narrateur, soit il n'y a pas un seul mot que nous ne mettions en doute. La réalité chez Proust
comme dans la vie, c'est une échelle mobile. La confiance admet deux degrés. Et pour bien vivre, il faut savoir attacher le degré de confiance approprié au jugement que nous formons. Proust n'était peut-être pas certain à 100% que l'art avait une valeur transcendante, mais il en était assez certain pour y sacrifier sa santé. Nous avons tous des décisions à prendre dans la vie et aucun d'entre nous n'a à sa disposition toutes les données pertinentes. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être des sceptiques à la Prendergast. En fin de compte, donc, Proust n'a pas été vaincu par le langage comme le soutient Paul Deman. Il ne lui a pas manqué un plan global comme le soutient Gilles Deleuze. Il n'a pas fait qu'exprimer ses propres doutes, ses confusions comme le soutient Christopher Prendergast. Ce qu'il a fait plutôt, c'est de créer, de manière volontaire, consciente et magistrale, les conditions nécessaires pour une expérience de lecture. Expérience qui aurait pour but, entre autres choses, de fournir un modèle d'individualité unifiée et de cultiver nos habitudes mentales. Montaigne, lui, était un essayiste. Le narrateur de Proust l'est aussi, parfois, par rapport à certains sujets. Ulrich, le protagoniste de Musil, l'est aussi pour un bon moment. Mais Musil ne l'est pas, et quoi que l'on en dise, Proust ne l'est pas non plus. Merci. Merci beaucoup, cher Josh, de cette intervention stimulante et provocatrice. On va ouvrir cela à des questions du public, mais je ne peux pas m'empêcher de dire que, en fait, tout ça, c'est tout de même un peu beaucoup une question d'époque, parce que chaque époque fabrique son propre Proust et son propre pape aussi. À chaque époque, son Proust et son pape. Parce que, en fait, donc demain, Deleuze, Bowie, Prendergast, ça commence dans les années 60-70. Mais avant, par exemple, le scepticisme à l'égard de l'idée de rédemption, tout était rédemption avant ça. Donc, c'est simplement le Proust que reflètent les lecteurs, les critiques que tu as cités, c'est le Proust de l'époque du scepticisme. Parce que Oui, tout à fait, mais ce qui m'a surpris un peu, c'est que ça continue. Le trouver dans les années 70, pas grande surprise, mais le voir Prendergast écrire un livre il y a 5 ans, 6 ans, qui continue ce genre d'attitude, ça me surprend un peu. Mais moi pas, parce que en fait, cette attitude de je ne vais pas me faire prendre dans le piège du non-scepticisme, c'est une attitude qui perdure. Oui. Donc, pas si surprenant que ça, je dirais. Mais bon, je suis sûre qu'il y a plein de commentaires et de questions parmi le public. Et étant donné que tu as parlé moins, je crois, 30 minutes. 30 minutes. Waouh! Impressionnant.